Alors évidemment, après le témoignage émouvant de Frédéric Piaucci, que j'ai connu quand il a pu sortir de prison, je ne l'ai pas connu avant, il y aurait beaucoup de leçons à tirer. Je pourrais peut-être, après l'intervention du professeur et j'allais dire de l'homme d'entreprise, du cadre d'entreprise qui a été pris en otage par le système juridique américain, on pourrait en tirer quelques leçons communes. D'abord, l'extraterritorialité du droit, c'est l'apanage des empires, c'est-à-dire ceux qui veulent imposer la loi à d'autres contrées que celles sur lesquelles ils exercent la souveraineté. L'Empire romain ne faisait pas autre chose, donc nous avons affaire à un empire. La seule question pour nous, c'est celle que posait le jeune La Boétie, et qui avait dit finalement la servitude c'est une question d'habitude, on peut s'y faire ou ne pas s'y faire. Et c'est exactement ce que vient de dire M. Piaucci en disant est-ce qu'on se laisse faire ou on ne se laisse pas faire. Pour l'instant, on sait grandement laisser faire. Et il n'est pas dans les habitudes culturelles des gouvernements. J'ai eu l'honneur d'appartenir à un gouvernement qui était confronté à cette question. C'était la croix et la bannière pour essayer de construire un réarmement, pour s'organiser, se coordonner, et puis surtout dans la tête se dire que nous n'avons pas vocation à être des colonisés. On pourrait le dire sur la question de l'or numérique et des données numériques, où nous sommes décolonisés, nous sommes une colonie des États-Unis d'Amérique, nous roulons sur les routes américaines, nous acceptons la législation des shérifs, et nous n'avons pas organisé la réaction. Est-ce que nous voulons être soumis? Bon, c'est tout. Moi pas, et les Français, je ne crois pas. Donc il va bien falloir qu'on réponde à cette question. J'aime les Américains, je sais ce qu'ils ont fait pour notre pays, mais je n'ai pas envie qu'ils décident à notre place. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la souveraineté, et c'est une grande conquête de l'histoire des peuples de n'avoir pas accepté d'être colonisés. Donc on va inventer la nouvelle décolonisation après le mouvement de décolonisation dans les années 50, et nous allons nous pencher sur la question économique, puisque le pain quotidien, il est fait de la richesse des nations, la puissance des nations, elle est d'abord dans sa richesse. Alors, quels sont les points sur lesquels aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un risque à ce sujet? Tout à l'heure, M. Piaucci a évoqué la NSA, le professeur a évoqué les lois qui ont été bâties dans les années, fin des années 70. Il s'est écoulé quand même 30 ans entre le moment où la loi a été votée et le moment où le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire le Department of Justice, qui est rattaché au gouvernement, et non pas une autorité dite indépendante, a pu les mettre en œuvre et les faire fructifier. Vous avez les chiffres qui vous ont été donnés. Je crois, combien de milliards 14 milliards. 14 milliards. Vous savez, 14 milliards, c'est ce qu'ont obtenu les 2 tiers ont été obtenus par les Gilets jaunes. Vous savez dans quelles conditions. 14 milliards, c'est un demi-point, c'est presque un point de PIB. C'est absolument considérable. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire avec 14 milliards pour les universités, pour racheter nos autoroutes. Enfin, vous voyez ce que c'est, pas que des chiffres. C'est les hôpitaux, c'est assez considérable. Donc ça, c'est ce qu'on a accepté de donner sans se défendre, parce qu'on ne s'est pas défendu. Donc cet écart entre le moment où les lois ont été prises et elles ont été mises en œuvre, c'est la différence entre le moment où il y a eu le 11 septembre et où on a assisté à l'utilisation des systèmes d'écoute. La NSA a eu une grande avarie lorsque l'un de ses cadres, M. Edward Snowden, a décidé de quitter son pays, d'abandonner sa vie, son salaire mirifique, sa vie sentimentale aux États-Unis, s'est réfugié à Hong Kong, puis dans une pièce obscure et sans fenêtre de l'aéroport de Moscou, où il a révélé au monde et donné les documents et les preuves des écoutes qui avaient été réalisées sur des pays amis des États-Unis. Il y a les ennemis, mais il y a aussi les amis. Nous sommes les amis des États-Unis. Donc il a révélé qu'en 6 mois, en 2012 et 2013,
il y avait eu 72 millions de conversations, de mails, de SMS qui avaient été capturés, écoutés et triturés par la NSA. Ça, c'était entre 2012 et 2013. D'ailleurs, comme j'étais au gouvernement, comme on sait que les ambassadeurs, les ministres, les gouvernements ont été, je pense que je l'ai été également, y compris sur les questions qui intéressent Alstom. Donc il y a un lien entre la mise en marche d'une machine d'État de surveillance mondiale, telle qu'elle a été décrite par Snowden et révélée par Wikileaks, et les prédations économiques par le droit, parce que le droit sans la preuve n'existe pas. Et on a eu le droit qui existait, qui était finalement lettre morte, et la lettre est devenue vivante quand on est allé chercher les mails. Donc ça fait 1 million de pièces et demi à charge contre le cadre supérieur de Alstom, qui est M. Pierucci, contre lequel on ne peut se défendre. Sinon, il faut payer 3 millions à l'avocat, attendre 3 ans, et commencer une lutte du pot de terre et encore contre le pot de fer. Et donc cette impossibilité-là, et cette prise de position, qui est coordonnée. Alors là, j'ajoute les éléments qui ont été exposés par M. Pierucci. Vous avez les services de renseignement qui sont mis au service, c'est-à-dire qu'on convertit des données économiques de surveillance mondiale d'entreprises concurrentes de grandes entreprises multinationales américaines. Donc qu'est-ce que viennent faire les services de renseignement là-dedans? Première, donc ils sortent de leur domaine pour aller chercher, par le web scrapping, pour aller chercher sur le numérique des preuves qu'ils vont transmettre à la justice. Donc en France ou en Europe, il y a une séparation entre le système de renseignement et le système juridictionnel. Là, ils ont organisé, c'est l'article 40 méga. C'est comme si on avait la DGSE qui un jour, trouvant des comportements suspects de Boeing, décidait, avec toutes les informations qu'ils ont ramassées dans leur filet, de transmettre ça au pôle national, au parquet financier de Paris. Ce serait un immense scandale, on crierait aux atteintes aux libertés publiques. Bon, vous voyez l'écart entre la faiblesse et la force, entre Vénus et Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, Vénus, c'est le dieu de l'amour. Donc, comme disait Robert Kagan, un théoricien de la puissance américaine, républicain bien sûr, et Robert Kagan est un bon philosophe, il avait dit, les États-Unis ont pour amour, pour admiration, Mars, le dieu de la guerre. Ils font la guerre économique, la guerre militaire, la guerre politique, la guerre douanière, toutes les guerres, ils les font. Les Européens, c'est lui qui le dit, préfèrent Vénus, la déesse de l'amour. Nous nous aimons, nous sommes heureux. Alors, le mot bisounours n'est pas dans le vocabulaire de M. Kagan, mais il aurait pu s'appliquer, donc je vous en donne acte. C'est donc l'esprit, vous voyez, c'est déjà, on viole un certain nombre de règles dans la démocratie occidentale pour pouvoir faire fructifier. Ensuite, deuxième atout, c'est le lien entre la coordination exceptionnelle dans l'affaire Alstom, entre le Department of Justice et les intérêts d'une multinationale. Parce que quand j'ai lu le livre, enfin, j'ai rencontré M. Pierucci qui m'a raconté son histoire bien après que je sois sorti de gouvernement et que lui-même soit sorti de prison, il y a peut-être un lien entre ceci et cela. Et je dois dire que quand il est venu me voir, j'ai refait le film, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont su parfaitement, eux, coordonner l'attaque politique, économique, financière, pour ficeler le président d'Alstom, par charité, je ne le nommerai pas, car je considère qu'il a trahi notre pays. Il a préféré son intérêt personnel plutôt que l'intérêt de l'entreprise dont il avait la charge. Pour moi, c'est une haute trahison économique. Et donc, cette coordination avec les Américains, qui, eux, ont préservé le président de la boîte pendant que monsieur était en prison, qu'on le faisait souffrir injustement, pour qu'il signe la vente, qu'il fasse signer son conseil d'administration, qu'il achète les actionnaires les uns après les autres, dans lequel l'État n'était pas présent, vous le savez. Donc, fait cela à l'insu du gouvernement français, qui pourtant avait nationalisé Alstom pour le sauver, et avait nommé l'intéressé pour préserver l'intérêt national, puisque nous avons des intérêts stratégiques. On a quand même nationalisé Alstom, on a mis de l'argent là-dedans. C'est Bouygues qui a remplacé la demande de la Commission européenne. D'accord ? Je vous refais le film de l'histoire. Et donc, on s'est retrouvé avec une extrême coordination du côté américain avec les complices français.
Et du côté français, bah, écoutez, c'est très simple. Moi, je reçois des télégrammes diplomatiques comme ministre de l'économie, comme ministre du redressement productif, qui concernent toute l'activité. Donc, on a un conseiller diplomatique en lien avec le Quai d'Orsay qui reçoit toute l'information. Je n'ai jamais reçu d'information du Quai d'Orsay, d'un consul, d'un sous-consul, d'un vice-sous-consul, de je ne sais où aux États-Unis, Boston, New York, je ne sais pas où, qui disait ah, il y a un cadre d'Alstom important qui est incarcéré, alerte, ministre de l'économie. Jamais! J'ai découvert la présence de M. Pierucci en prison dans une brève des Échos, après que l'affaire se soit déclenchée. J'ai demandé à un de mes conseillers qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous ne savions rien, n'avions pas d'informations, c'est comme ça qu'on a appelé votre femme, qui terrorisait, ce que je comprends, parce que les êtres humains sont quand même les plus importants dans l'action publique, et n'a rien voulu dire. Mais enfin, après, on a tous pris des téléphones cryptés, mais nous n'avions aucune information du renseignement juridique, et par ailleurs, la DGSE n'enquête jamais contre les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas pourquoi, eux nous ont pris 70 millions de conversations, mais j'ai quand même eu le directeur de la DGSE qui m'a dit nous ne voulons pas enquêter, nous ne pouvons pas enquêter contre les États-Unis d'Amérique. Bref, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Et puis après, vous avez la résistance politique. Bon, M. Pierucci a dit qu'il l'a même écrit, je l'en remercie, mais tout ça nous fait une belle jambe, parce que le résultat il est quand même là. C'est qu'on n'avait pas les chefs au sommet de l'État pour dire non. Alors qu'on avait les outils juridiques, puisque j'avais arraché au Premier ministre de l'époque, lui aussi par charité je ne le nommerai pas, puisqu'il maintenant est à Barcelone, je voulais dire que le Premier ministre de l'époque, je lui avais demandé un décret me permettant de bloquer tous les investissements étrangers en France sur les secteurs stratégiques, les télécoms, la défense. Alors, Villepin il avait fait la défense. Hein, mais il n'avait pas pu faire parce que la commission lui avait dit non. Donc on rejouait la partie de l'époque 10 ans plus tôt, et j'avais refait un décret cette fois-ci plus travaillé, en disant le ministre de l'économie bloque pour sa signature, après instruction, et déclaration de tout investissement étranger dans les secteurs stratégiques, donc vous avez transport, télécom, ça vous intéresse, vous, la CGC d'Orange, c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir provoqué ce débat aux côtés de Gambetta, et télécom, santé, l'eau, etc. Oui, ce qu'ont beaucoup de pays dans le monde. Et donc, ce décret nous permettait de bloquer la vente. Ce que j'ai proposé, évidemment, au président de la République de l'époque, dont vous vous souvenez du nom, donc inutile de vous préciser, et donc, qui ont dit, bah non, je ne sais pas pourquoi on dit non à quelque chose qui est un vrai non. Alors, non à non, mais alors d'accord, mais le résultat, vous le connaissez, c'est que nous avons perdu des capacités stratégiques. Alors après, quand vous avez, alors non, je vous donne, quand vous avez un patron qui vous dit, bah, on refuse pas, allez négocier le mieux possible pour que ce soit le plus acceptable possible. Bah, avec ça, vous avez une super négo. Donc il a fallu que je menace, que j'utilise des stratégies, des expédients, on va dire. Mais il est vrai que le résultat est celui-là. Nous avons perdu un outil stratégique, c'est les turbines à vapeur, des centrales nucléaires. Enfin, le Charles de Gaulle et les sous-marins d'attaque et lanceurs d'engins ont les turbines. Ce sont les mêmes. Donc ce sont donc ce sont quand même, c'est notre défense. Je crois que le général de Gaulle pourrait se retourner dans sa tombe s'il savait cela. Moi, je vous le dis, je ne suis pas gaulliste, vous l'avez compris, mais enfin, comme disait André Malraux, il y a un moment, on l'est tous un peu, par nécessité. Hein, voilà. Alors, un mot quand même sur la conclusion de cette histoire, c'est que l'affaire est en train de se reproduire pour Airbus, qui n'est pas une mince affaire, puisque là, c'est une bataille mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut quand même aborder cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, déjà organiser et le faire savoir l'impossibilité. Disons, bah, écoutez, chez nous, vous ne viendrez pas chasser, faire votre shopping dans notre industrie. Il suffit déjà de le dire, ce que les Allemands ont décidé de faire, après que les Chinois ont acheté une toute petite boîte de robotique. Hein, c'est une petite boîte, c'est pas Alstom. Bon, c'est
c'est pas un acteur mondial, hein, puis c'est de la robotique. Bon, on peut considérer que c'est stratégique, mais ça l'est, mais ça n'a pas les enjeux en termes d'emploi, de présence sur les territoires que représentent toutes ces grandes entreprises qui ont été ainsi maltraitées par l'Empire américain. Alors, la première chose aussi, c'est d'abord peut-être nous-mêmes de nous préoccuper des problèmes de corruption. Il faut quand même comprendre qu'il y a 10 pays qui avaient ouvert, je crois, des procédures contre Alstom, hein, dont des pays européens. Donc, organiser la croissance d'Alstom, puisque c'est de cela qu'on parle, sur la base de la corruption d'autorités étrangères, puis ensuite, quand on se fait prendre, vendre ça aux Américains, pour moi, c'est double trahison. Et je crois savoir que les cadres qui ont exécuté les instructions ont reçu des circulaires, hein, expliquant ceci, expliquant cela, qui est la cause des problèmes que nous avons eus. Donc nous avons d'abord à nous préoccuper de la santé de nos entreprises et de la manière de les soutenir. Est-ce que les soutenir, ça consiste à fermer les yeux lorsqu'il y a 10 procédures de corruption? Et là, j'ai ma part de responsabilité, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Voilà. J'aurais pu comprendre que la corruption, c'est la faiblesse, donc la vulnérabilité. Voilà. Donc quand vous avez un dirigeant qui est compromis, vous le dégagez, vous en mettez un propre qui fait le ménage. On aurait dû le faire. Ça, c'est ma responsabilité. Donc vous voyez, on a tous une part de faiblesse, finalement. Parce qu'on se dit, on va quand même pas taper sur nos entreprises en les accusant de corruption. On va pas nous faire ouvrir des informations. Eh bien si, nous y aurions intérêt quand elles font des bêtises. Voilà. Alors ça, c'est une réflexion importante, parce qu'on ne peut pas avoir une solution facile. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que nous ayons des mécanismes de protection de nos propres intérêts. Car là, il y a une règle dans le monde entier, c'est non bis in idem. Quand vous avez été condamné une fois, vous ne pouvez pas l'être une deuxième. Donc si vous ouvrez des procédures et vous faites condamner, vous n'aurez pas de procédure venant d'ailleurs. Donc c'est à nous de commencer à faire le ménage dans nos propres entreprises et de faire ce travail. Alors la loi Sapin 2, pour le moment, c'est une loi de papier, comme d'habitude. C'est toujours les lois, c'est toujours comme ça. Hein. Puis un jour, elles se réveillent ou pas, ou elles disparaissent. Donc l'avenir nous dira ce que cela vaut. La deuxième, c'est qu'il va falloir organiser la réplique et la riposte. Alors, les Européens en sont-ils capables? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts très divergents. Regardez ce qui se passe sur la Chine, ou sur l'affaire, la tenaille Trumpo-chinoise. Vous avez une montée, vous avez une guerre commerciale qui a été ouverte par les États-Unis. Ils ont 300 milliards de déficit avec la Chine, ça se comprend. Et la Chine n'entend pas... 300 milliards, ça fait beaucoup qui part. Nous, on a 30 milliards, 10 fois moins. Et 30 milliards, tous les ans, qu'on donne aux Chinois. Alors, mais on vend 19 milliards. Mais on a 30 sur les 59. On a 30 d'écart. Donc, c'est pour vous rendre compte ce que ça veut dire quand on a une situation pareille. Ça veut dire que les États-Unis ont dit, maintenant ça suffit. Nous allons rétablir, grosso modo, les termes de l'équilibre. Et comme vous le savez, les Chinois ont des politiques d'État à travers leurs entreprises d'État. Donc ils comprennent parfaitement la politique et ne comprennent même que cela. Donc ce n'est pas des relations de marché, ce sont des relations de force entre des puissances qui cherchent à s'équilibrer. Et ça, les Chinois comprennent parfaitement ce langage. Donc, comme disait, je crois, Mike Pompeo, qui est un des collaborateurs de M. Trump, il a dit, nous allons gagner cette guerre commerciale. Ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez 200 milliards, 300 milliards de retard, vous ne pouvez que réussir à combler cet écart, puisque les mesures de représailles s'appliquent sur une assiette beaucoup plus petite que les mesures sur lesquelles vous-même vous procédez aux restrictions. Et il est intéressant de voir que des études ont été faites dans cette guerre du protectionnisme américain. Je crois qu'il était calculé que si 25% étaient appliqués aux mesures, aux importations chinoises, toutes confondues, il y aurait une perte de pouvoir d'achat pour l'Américain moyen de 270 $ par an. Ce qui montre que les produits chinois, on peut s'en passer. Et c'est tout le pari de l'administration Trump.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Chinois ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc, dans la lutte entre les empires, quelle est notre politique? Les Européens ont fait le choix de partir en ordre dispersé. Donc les Allemands, eux, qui ont des excédents, c'est le seul pays qui a un excédent avec la Chine, avec la Finlande et l'Autriche. Tous les autres pays européens sont comme la France en situation de déficit. Donc l'Allemagne doit vendre des Volkswagen absolument aux États-Unis et en Chine. Car Volkswagen ne gagne pas d'argent en Allemagne, sur les prix allemands. Donc ils sont obligés de faire leur marge à l'export. Et là, il va y en avoir un des deux qui va être de chute. Soit les États-Unis, soit la Chine. Il y aura un mort. Ce qui est Donc les Allemands ne veulent pas de politique de réplique par rapport à leurs excédents. C'est le deuxième excédent mondial après la Chine, 8% du PIB. Donc notre problème, c'est que nous n'avons pas de coopération avec l'Allemagne. Contrairement à ce qu'on nous raconte, le couple, tout ça, c'est pour vous endormir le soir. Ça n'a aucune espèce de réalité. Il n'y a pas de couple. Ou en tout cas, il y a longtemps que ça va mal. Hein. La séparation est actée, on n'a pas de divorce, mais ça va pas très fort. C'est pas le grand amour. Donc, cette question, elle est là, c'est que tous les pays européens, à l'exception de l'Allemagne et la Finlande, et un peu l'Autriche, ont intérêt à des mesures de réplique et de rétorsion. Mais il est impossible de les obtenir. Donc c'est ça notre problème en Europe. C'est que nous n'arrivons pas à avoir une politique commune. Et pourtant, c'est un mandat commun, c'est la Commission qui dispose des pouvoirs propres, hein, d'initiative. Je crois qu'elle partage un peu avec le Parlement et le Conseil sur certains points, mais enfin, on n'y arrive pas. Et on n'arrive pas à avoir des éléments d'anti-dumping. Je prends l'exemple de ITAR. Alors ITAR, vous ne connaissez pas, c'est dans le secteur de la défense. Vous avez un accord qui a été signé par la plupart des pays qui fabriquent des pièces de défense avec les États-Unis d'Amérique, où vous n'avez pas le droit d'exporter s'il y a un veto américain sur une pièce. Exemple, une grille qui sert de marchepied sur un navire qu'on va vendre aux Japonais. Vous avez, je prends un exemple absurde, vous avez les Américains qui disent cette grille pourrait servir à telle ou telle chose. Au nom d'ITAR, vous ne pouvez pas l'exporter. Donc, vous ne pouvez plus exporter le navire. Donc, ils nous ont fait le coup sur les Rafales au Qatar. Il y a 27 000 pièces qui sont itarisées. L'Europe est en train de négocier la contre-itarisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir d'ITAR pour faire un ITAR européen. Ils n'y arrivent pas, personne n'est d'accord. Il y a ceci, il y a cela. Bref, on est parti pour 10 ans de palabres. Entre-temps, c'est notre industrie de défense européenne, dont qu'il faudrait, paraît-il, construire, qui se fait prendre dans les filets de l'impérialisme économique américain. Donc nous avons là la question de la réplique. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on durcisse les armes de protection et les moyens de rétorsion. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai été trop long.